Bienvenue sur l'émission que l'on s'accorde pour une vie de plus en plus élégante. Ici, nous parlons d'élégance personnelle, relationnelle et intellectuelle. Je suis Margot et dans mes interludes, nous étudions des concepts, des compétences et des réflexions qui permettent de satisfaire notre besoin d'apprendre, notre soif de comprendre et notre envie d'élégance et d'excellence. Nous vivons dans un monde où le temps libre est souvent synonyme de temps volé. Entre les notifications, les listes de tâches et cette petite voix qui nous murmure qu'on devrait toujours faire plus, trouver un moment pour soi, sans but précis, peut sembler un luxe, voire une faute. Pourtant, il existe une philosophie ancienne, presque oubliée, qui nous rappelle que ces instants de pause ne sont pas du temps perdu, mais du temps gagné. L'otium. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ce que c'est, pourquoi il est si précieux et surtout comment on peut l'intégrer dans nos vies sans culpabilité et sans révolution non plus. Pas besoin de tout bouleverser, juste de réapprendre à respirer. L'otium, c'est un mot latin qui désigne un temps libre consacré à ce qui nous nourrit vraiment. La lecture, la contemplation, la création, ou juste le fait de laisser son esprit vagabonder. À l'origine, dans la Rome antique, c'était le contrepoint au négocium. Le négocium qui est le travail ou les obligations. Les philosophes, comme Cicéron ou Sénèque, en faisaient l'éloge, non pas comme une échappatoire, mais comme un espace sacré où l'on se reconnecte à soi-même. Imaginez un jardin secret, un endroit où vous n'êtes pas en train de produire, de performer, ou de répondre aux attentes des autres en fait. Un endroit où vous êtes simplement présent. Sans avoir à justifier quoi que ce soit, sans avoir à justifier votre existence. Par exemple, vous êtes chez vous, un dimanche après-midi, vous pourriez nettoyer, répondre à des mails ou préparer la semaine, mais au lieu de ça, vous choisissez de vous asseoir avec un livre ou de regarder par la fenêtre en sirotant un thé. Pas pour vous détendre avant de repartir de plus belle, mais juste parce que ce moment-là, il vous appartient. Pas de résultat à atteindre, pas de case à cocher. Juste le plaisir d'être là, avec vos pensées, vos rêves, vos questions. C'est ça l'otium. Ce n'est pas de la paresse, c'est une forme de résistance douce à l'idée que notre valeur dépend de ce qu'on accomplit. Mais attention, l'otium, ce n'est pas que du temps libre, c'est un temps choisi, intentionnel. Ce n'est pas s'effondrer devant une série pour échapper à la fatigue, c'est plutôt de décider de passer une heure à dessiner, à écrire, ou même à rien faire du tout, parce que c'est ce dont on a envie. C'est un acte de liberté, en fait, une façon de dire « là maintenant, je m'autorise à exister sans avoir à me justifier ». Et c'est là que ça devient intéressant. Dans une société qui nous pousse à toujours optimiser, améliorer, performer, blablabla, l'otium est un rappel que notre humanité ne se mesure pas à notre productivité. C'est une croyance profonde. C'est une croyance profonde, presque radicale, que le temps passé à ne rien faire, de visible en fait, a une valeur en soi. Comme si, en laissant de côté l'utilité immédiate, on faisait enfin de la place pour ce qui compte vraiment. Mais l'otium n'est pas une idée isolée, évidemment. D'autres cultures, d'autres philosophies ont exploré cette idée de temps pour soi, et chacune à leur manière. Si on regarde autour de nous, on trouve des échos de l'otium un peu partout. Au Japon, il y a le fameux mono no eware. C'est une sensibilité, c'est une espèce, si j'ai bien compris, parce que du coup j'ai fait mes petites recherches, c'est une sensibilité mélancolique à la beauté éphémère des choses. C'est quelque chose qui invite à savourer l'instant présent. En Chine, on a le wu wei, qui prône l'action sans effort en fait, le fait de laisser les choses advenir sans forcer. Et en Italie aussi, on a la dolce far niente, le dolce far niente qui est en fait la douceur de ne rien faire, qui célèbre donc l'art de savourer l'instant sans arrière-pensée. Et de façon plus proche de nous, on a le fameux slow living dont vous avez très certainement dû entendre parler. Ce qui est fascinant, c'est que toutes ces philosophies partagent une même intuition. Le bonheur ne se trouve pas seulement dans l'action, mais aussi dans la capacité à s'arrêter. Mais au quotidien, c'est souvent ce qui nous semble le plus difficile. On a l'impression que si on ne court pas après quelque chose, on rate littéralement notre vie. Mais en réalité, c'est souvent dans ces moments de pause que les idées germent,
que les solutions apparaissent, que les émotions se clarifient. Prenez l'exemple classique d'une promenade sans but. Vous marchez, vous observez les arbres, les passants, le ciel. Votre esprit se met en mode veille et d'un coup, une idée pop dans votre esprit, une prise de conscience, une inspiration. Et c'est pas un hasard en fait. Quand on laisse de l'espace, la vie a tendance à le remplir en fait, cet espace, et parfois de choses inattendues. Mais comme vous le savez, notre environnement ne nous encourage pas forcément à ralentir. Au contraire, il nous bombarde de stimuli, de sollicitations, comme si on avait peur du vide. Alors, comment faire pour ne pas se laisser emporter par ce rythme effréné ? Peut-être en commençant par de petites choses. Par exemple, au lieu de vérifier son téléphone en attendant le bus, on peut lever les yeux et observer ce qui nous entoure. Au lieu de manger en regardant une vidéo, on peut savourer chaque bouchée, comme un rituel. Ce ne sont pas des gestes révolutionnaires, hein, mais ça crée des micro-espaces en fait, où l'osium peut prendre vie, prendre forme. C'est des respirations. Mais même quand on en comprend la valeur, j'ai envie de dire, l'osium peut sembler un peu hors de portée. Donc comment on peut vraiment le pratiquer, au-delà des petites choses, parce que les petites choses c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Comment le pratiquer dans un monde qui nous pousse sans cesse à en faire plus alors ? Voilà le paradoxe. Plus on a besoin de l'osium, plus il semble difficile de s'y adonner. Parce que notre société a une drôle de relation avec le temps libre. D'un côté, on nous dit qu'il faut prendre soin de soi. Mais de l'autre, on nous juge si on ne passe pas notre temps à être utile. Donc en fait, on se sent souvent coupable de ne pas être productif, même dans nos moments de repos, en fait. Prenez encore l'exemple d'une soirée où vous décidez de rester chez vous sans projet particulier. Très très vite, il y a une petite voix qui arrive et qui se met à vous chuchoter « Tu devrais profiter pour ranger, pour avancer sur ce projet, pour apprendre quelque chose de nouveau. » Comme si vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, le simple fait de ne pas être en train de faire était une faute. Et c'est là que l'osium, en fait, devient un acte de courage, un acte de sens. Et puis, il y a un autre défi. L'osium a souvent été associé à un privilège. Historiquement, c'était le luxe des élites, en fait, de ceux qui n'avaient pas à se soucier de leur survie. Aujourd'hui encore, il est plus facile d'y accéder quand on a un emploi stable, un logement confortable et qu'on a du temps devant soi. Mais ça ne veut pas dire qu'il est réservé à quelques-uns, en fait. C'est pas comme ça qu'il faut le voir, au contraire. C'est peut-être ceux qui en ont le moins, qui en ont le plus besoin. Enfin, qui ont le moins de temps, qui en ont le plus besoin, plutôt. Vous voyez ? Alors, comment on peut rendre ça accessible ? Eh bien, très certainement en le redéfinissant. Les petites choses du quotidien, comme je vous disais tout à l'heure, c'est super, mais pas que. Peut-être qu'en redéfinissant l'osium, on peut le rendre beaucoup plus accessible. L'osium, ce n'est pas forcément des heures de méditation ou des retraites à manger des graines sur le sommet des montagnes. C'est pas ça forcément. Ça peut être 5 minutes le matin à boire son café en silence. Ou un quart d'heure le soir à écouter de la musique les yeux fermés. C'est pas une question de quantité en fait, mais de qualité. Ça peut être, c'est en fait de la présence. Voilà, c'est ça, c'est de la présence. Donc même si vous n'avez pas beaucoup de temps, essayez d'être en présence, essayez d'habiter le moment. Le vrai obstacle, souvent, c'est nous-mêmes, nos croyances, nos peurs. Cette idée que si on ne fait pas constamment quelque chose, on ne mérite pas de respirer. Vous voyez ? Alors on remplit nos journées, on s'épuise et on se demande pourquoi on se sent vide après. Et l'osium, c'est vraiment l'antidote à ça. C'est une façon d'habiter le temps, une façon de se rappeler que notre valeur ne dépend pas de ce qu'on produit, mais de qui on est. Alors, comment on fait pour intégrer encore un peu plus l'osium dans nos vies sans se sentir égoïste ou paresseux ? Comment on passe de la théorie à la pratique ? Intégrer l'osium, ce n'est pas une question donc de temps, mais de choix. C'est décider que certains moments ne seront pas négociables. Pas parce qu'on est des rebelles, mais parce qu'on se respecte en fait. On se respecte assez pour en avoir besoin. Et ça commence encore par des petites choses. D'abord, on peut créer des rituels. Par exemple, décider que chaque matin, avant de commencer la journée, on prend encore 10 minutes pour soi. Quand je dis encore, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est pas on prend du temps en plus et en plus et en plus. Alors, on prend 10 minutes pour soi, pas pour méditer comme un moine zen, mais pour faire ce qui nous plaît. Le fameux Miracle Morning, là, vous savez, ce concept très célèbre dans le développement personnel.
Là, je parle pas du Miracle Morning que de ça, mais je dis que le Miracle Morning fait partie de ce genre de choses, de prendre du temps pour soi le matin, pour bien démarrer la journée. Et ça peut être lire un poème, juste regarder le jour se lever, écouter un morceau de musique. Moi, par exemple, tous les matins, j'ai ma petite skincare que je fais en conscience, en écoutant une histoire. La plupart du temps, c'est une histoire mythologique parce que j'adore ça, au casque. Parce que comme on voyage beaucoup avec mon mari et qu'on est en camping-car, pour pas le réveiller, j'écoute au casque. Donc bref, voilà. Et ça me prend pas beaucoup de temps. Mais après ça, ok, la journée peut commencer. Vous voyez ? L'important là-dedans, c'est la régularité. Parce que c'est dans la répétition que le Otium devient une habitude et non plus un luxe, en fait. C'est quand vous l'intégrez dans votre propre système personnel que ça commence à devenir intéressant. Cette présence, cette conscience. Ensuite, on peut apprendre à protéger ces moments. D'abord, on les crée, on en fait des habitudes et après, on les protège. Dire non à une invitation quand on sent qu'on a un besoin de solitude, par exemple. Éteindre son téléphone 1 heure par jour. Ce ne sont pas des actes d'égoïsme, mais de préservation de soi, de respect de soi. Ça veut dire clairement, là, c'est mon temps. Et je choisis de le passer avec moi-même, en fait. Et c'est tout, et j'ai le droit, enfin, vous voyez ? Et puis, il y a aussi l'idée de créer des espaces propices à l'Otium. Ça peut être un coin de la maison avec un fauteuil confortable et une lampe douce. Ça peut être un parc où on aime se promener, ou même un carnet. En fait, un carnet, c'est un espace où on note ses pensées. L'idée, c'est de s'offrir des lieux physiques ou des lieux mentaux, qu'importe, où on se sent libre de simplement être. Les lieux mentaux, vraiment, pensez-y. Parce que on n'y pense pas souvent, mais c'est très très important d'avoir des lieux mentaux. Et enfin, il y a la question de la durabilité. L'Otium, c'est pas une parenthèse magique qui va tout résoudre en fait, mais c'est une pratique qui se cultive comme un jardin. Et comme un jardin, il a besoin d'attention et de soins. Certains jours ce sera facile, et d'autres on aura l'impression de nager contre le courant. Mais c'est normal. Ce qui compte, c'est de préserver, je vais y arriver, de préserver sans se juger. Parce qu'au fond, en fait, l'Otium, c'est une forme de responsabilité. La responsabilité de ne pas laisser notre vie nous échapper dans la frénésie du quotidien, c'est exactement ça. De ne pas attendre d'être épuisé pour s'arrêter. De se rappeler que le bonheur, parfois, se cache dans les interstices, dans ces moments où on ose enfin ralentir. Il faut vraiment pas voir la vie comme, j'allais dire comme une succession de choses. Mais en fait, prenez une ligne, et vous mettez des bulles sur cette ligne. Vous voyez ? Et bien les choses importantes, c'est pas que les bulles. Les choses importantes, c'est aussi ce qu'il y a entre les bulles, qui pourrait paraître vide, mais c'est pas du vide, en fait. C'est ça l'Otium. Vous comprenez ? Je sais pas si ma métaphore, elle est claire dans votre esprit, mais j'essaye de faire au mieux. Donc voilà, en fait. Et ça, c'est notre responsabilité personnelle, à nous et à personne d'autre. Personne ne peut le faire pour nous. Vous comprenez ? Alors, est-ce que vous êtes prêts à essayer l'Otium ? Pas besoin de tout changer du jour au lendemain, évidemment. Commencez petit, comme je vous le disais, une tasse de thé en silence, une promenade sans destination, un carnet. Un simple carnet où vous écrivez ce qui vous passe par la tête sans chercher à ce que ce soit parfait. L'Otium, encore une fois, c'est pas une destination, c'est pas la bulle, c'est ce qu'il y a entre deux, c'est la façon de voyager. C'est une façon de vivre, parce que c'est dans ces moments qui sont apparemment vides que tout prend du sens. J'espère que cette interlude vous a plu, qu'elle vous a inspiré. Parlez-moi en commentaire de votre rapport à l'Otium et si vous avez l'intention d'essayer ou si vous le pratiquez déjà, bien sûr. En tout cas, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous et je vous dis à très bientôt.